Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Première partie, Babylone. La tête de la statue en or, c'est Babylone. C'est l'empire dans lequel vit Daniel dans sa jeunesse. Première question, pourquoi est-ce que la statue commence avec l'empire babylonien? Après tout, il y a d'autres civilisations qui ont eu des tyrans et qui étaient assez hégémoniques, comme les civilisations de la vallée de l'Indus ou comme l'Égypte par exemple, une civilisation sous laquelle les Juifs ont été sous le joug d'ailleurs. Selon moi, la raison est simple. Cette statue ne décrit pas seulement la succession des civilisations au sein desquelles les Juifs vont être en exil, mais cette statue est une allusion directe au système monétaire qui régit le monde à partir de l'époque de Daniel et qui doit prendre fin avec le retour de Jésus. Ce système monétaire commence à l'époque de Daniel. L'usage des pièces d'or naît plus ou moins pendant cette période. Il est donc logique de qualifier l'empire babylonien par une statue en or. C'est la tête car chronologiquement c'est le premier des différents empires. C'est l'or qui est choisi car Daniel et l'empire babylonien sont contemporains de l'adoption de ce nouveau mode d'échange qu'est la pièce d'or. L'utilisation des pièces d'or pour quantifier les échanges, c'est une innovation qui remplace le troc. L'or est sans doute choisi pour deux raisons. Sa rareté, qui lui donne donc une valeur intrinsèque importante, et sa fongibilité. L'or peut être fondu et remoulé en ne perdant quasiment rien de sa masse.
On peut donc, en fonction des besoins, le mettre sous forme de lingots ou créer à partir d'une pièce existante des unités plus petites. On peut aussi faire fondre des pièces anciennes pour les refondre dans des pièces plus récentes. La rareté de l'or n'est pas un défaut à cette époque, car les échanges sont limités et concernent des biens dont la valeur est importante. Il s'agit souvent de transactions internationales. Le commun des mortels n'utilise pas les pièces d'or, le commun des mortels reste sur un mode d'échange du troc. C'est la tête aussi parce que le livre de Daniel nous éclaire sur les fondements même du pouvoir du système monétaire. Ce qui caractérise le leadership babylonien de Nebuchadnezzar, et on peut le lire dans le texte, eh bien, c'est un leadership de type népotiste. Le roi couvre d'honneur ceux qui le servent et il détruit ceux qui le desservent. Dans le chapitre 2 de Daniel, par exemple, on voit que lorsque Nebuchadnezzar donne un ordre, si on le fait, il nous couvre d'honneur, de cadeaux, de récompenses, mais si on refuse, on est mis en pièces et sa maison, sa famille est détruite. Le pouvoir de Babylone, celui de la tête en or, est comparé à un lion ailé dans le chapitre 7 de Daniel. Et il est important de noter que dans la culture babylonienne, le lion ailé symbolise le dieu des enfers et de la guerre, le dieu Nergal. C'est intéressant de noter aussi que le dieu principal majoritaire à Babylone n'est pas Nergal, mais Marduk. Pourtant, ce qui symbolise Babylone pour Daniel, c'est le dieu de la guerre et des enfers. Ce n'est pas anodin. Cela montre peut-être la spiritualité particulière qui habite Nebuchadnezzar et son entourage. On peut aussi noter que la politique religieuse de Nebuchadnezzar est hostile envers les Juifs, puisqu'il détruit le temple des Juifs lors de la conquête de leur royaume. Et cela correspond aussi sans doute à la pratique d'alors de détruire les temples des peuples vaincus pour montrer que le Dieu vainqueur est plus fort que le Dieu du peuple vaincu. On peut donc conclure que la tête d'or correspond à la naissance du système monétaire mondial avec l'utilisation des pièces d'or. On pourrait aussi attribuer un certain nombre de caractéristiques à l'élite du système monétaire mondial tel qu'il existait à l'époque, mais tel qu'il existe encore à l'heure actuelle. C'est un système népotiste, entre copains en quelque sorte, où on se couvre d'honneur lorsque l'on fait les choses correctement et où on subit l'opprobre et on est massacré si on va à contre-courant. Le symbolisme attribué à cette tête d'or correspond au dieu de la guerre et des enfers, et cela éclaire aussi peut-être sur les options spirituelles de cette élite, si on transpose un petit peu à la situation actuelle. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette première partie et nous allons enchaîner avec la deuxième partie sur la Perse. Le buste et les épaules d'argent sont ce qui caractérise l'empire qui succède à Babylone, c'est-à-dire l'empire des Perses et des Mèdes. On voit l'échelon inférieur du système monétaire qui est caractérisé par l'argent cette fois-ci. La conquête de l'empire babylonien par l'empire perse est contemporain de l'adoption du bimétallisme, c'est-à-dire de l'usage combiné et séparé de l'or et de l'argent, comme monnaie d'échange. Avec l'extension du commerce international, la rareté de l'or a commencé à poser problème et il a fallu utiliser en complément un autre métal et c'est l'argent qui a été choisi. L'innovation monétaire viendra de Lydie et du célèbre Crésus, roi de Lydie. D'ailleurs, il est resté célèbre dans nos mémoires par le dicton « riche comme Crésus ». Et bien donc, Crésus va créer les premières pièces d'électrum qui vont consister en un alliage d'argent et d'or. Il est intéressant de noter que Cyrus II, le souverain des Mèdes et des Perses, va conquérir non seulement Babylone, mais aussi la Lydie, et l'Égypte va suivre aussi dans les conquêtes de l'Empire perse. Le contrôle perse sur un empire très étendu va favoriser les échanges internationaux et augmenter les besoins de pièces pour assurer ce commerce. Il est aussi intéressant de relever que l'empire perse est représenté sous les traits d'un ours avec 3 côtes dans la bouche dans le chapitre 7 de Daniel. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Orient, on trouve peu d'ours et dans peu d'endroits. Un des endroits dans lesquels on trouve des ours
Eh bien, ce sont les monts Argos, d'où sont originaires les Mèdes. Et du coup, c'est pas tout à fait inconcevable de représenter cette puissance, cette nouvelle puissance naissante par un ours. Un ours qui tient entre les dents 3 côtes et qui représente en fait les 3 conquêtes de l'Empire perse, Babylone et ses dépendances, la Lydie et l'Égypte. Les caractéristiques du leadership perse sont le fait que c'est un leadership qui s'exerce sur un territoire très vaste. On parle de 120 satrapies au total. Ce leadership s'exerce sur la base d'un code juridique, sur des lois fixées plutôt que simplement, comme les Babyloniens, sur les honneurs et la peur. La Bible nous éclaire d'ailleurs sur le fait que le souverain des Perses ne peut pas faire ce qu'il veut, il doit s'appuyer sur des lois. Et la politique religieuse des Perses aussi change, puisque c'est une politique qui est extrêmement libérale. Le souverain des Perses respecte les dieux locaux des différents peuples conquis. C'est dans cette optique d'ailleurs qu'il autorise les Juifs à retourner à Jérusalem et à reconstruire leur temple. On peut dire que ce qui caractérise l'échelon intermédiaire du système financier, qui se trouve donc en dessous de l'or, l'échelon qu'on a vu précédemment, c'est la nécessité de s'appuyer sur des lois pour pouvoir s'assurer une présence sur une étendue plus vaste. C'est un gage de sérieux que d'avoir des lois immuables qu'on ne peut pas changer comme l'on veut. Et ce libéralisme religieux qui caractérise aussi l'Empire perse, c'est un gage de légitimité et de soutien des élites locales des peuples conquis. Voilà, je vous remercie pour votre attention et l'on va se retrouver pour la 3e partie sur l'Empire qui suit, c'est-à-dire l'Empire des Grecs. L'Empire qui succède aux Perses, c'est l'Empire d'Alexandre le Grand, puisque Alexandre le Grand va conquérir tout le Moyen-Orient avec ses armées, et notamment tous les territoires de l'Empire perse. Et par la suite, son empire va être partagé entre 4 de ses généraux, Lysimaque, Antigonos le Borgne, Séleucos et Ptolémée. L'empire grec correspond aux bustes et aux hanches en bronze ou en étain du chapitre 2 de Daniel. C'est un empire qui réussit à associer les petites cités à sa vision universaliste de la société. Ce qui caractérise cet empire, c'est l'hellénisme, un universalisme qui s'appuie sur une philosophie matérialiste et des dieux très humains. L'hellénisme apporte dans ses bagages des dieux humains, on peut parler d'anthropomorphisme, ce qui a l'avantage de rendre les dieux proches des gens et de donner envie au peuple de ressembler à ces dieux, à ces légendes. Comme l'hellénisme ne se caractérise pas seulement par la religion, mais aussi par une philosophie, on voit des élites juives qui peuvent se revendiquer de l'hellénisme tout en gardant un certain ancrage, un minima culturel avec la religion juive, le Dieu unique des Juifs. On peut aussi noter que l'Empire grec est caractérisé par un léopard ailé à 4 têtes. Les 4 têtes indiquent que l'Empire grec se divise en 4 parties suite au partage de l'Empire d'Alexandre entre ses généraux. Le léopard, quant à lui, fait référence au fait que les troupes d'Alexandre se sont battues jusqu'en Inde. Et l'utilisation du léopard fait référence au dieu Dionysos. Le léopard ou la panthère est un des attributs du dieu Dionysos qui s'est rendu en Inde pour y répandre la culture du vin et de la vigne. Et les généraux d'Alexandre, tout comme Dionysos, se sont rendus en Inde. Du coup, il est tout à fait légitime pour eux de prendre un attribut de Dionysos et de se revêtir de peau de panthère ou de léopard. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, on peut trouver des pièces, des tétradrachmes, à l'effigie de Séleucos Ier, vêtus d'une peau de léopard, en référence à l'expédition militaire d'Alexandre en Inde, à laquelle il a fait partie. Le succès de l'Empire grec sur l'Empire perse réside dans le fait d'avoir su associer le commun des mortels dans un projet qui les dépasse, le projet hellénique, d'avoir su mobiliser les masses et quelque part d'avoir su intégrer les petites cités-États dans le commerce international, puisque l'Empire grec correspond à l'adoption du trimétallisme. Il est dur de donner une date exacte pour l'adoption du trimétallisme, mais cela correspond plutôt bien avec ce que l'on pourrait attendre comme date de départ du trimétallisme, que
les conquêtes d'Alexandre et les années qui suivent ces conquêtes. Puisque on a l'utilisation du bronze et du cuivre utilisés comme monnaie d'échange. Et là, il s'agit, contrairement à l'or et l'argent, de petits échanges. On a un marché international qui concerne les élites et qui utilise toujours comme monnaie d'échange l'or et l'argent, et une monnaie locale pour le menu peuple en bronze. Ce qui caractérise un homme libre, c'est qu'il doit être payé pour son travail. Et l'homme libre peut recevoir son salaire en bronze, en étain. Et donc, ici, on a un système monétaire qui inclut un plus grand nombre de personnes. On peut conclure que ce qui caractérise cet échelon intermédiaire du système monétaire, c'est la démocratisation du système monétaire qui inclut aussi les hommes libres des cités et qui peut s'appuyer sur une philosophie matérialiste et universaliste plutôt que sur une religion pour pouvoir exercer son influence sur des étendues plus vastes encore, sans être freiné par des tabous religieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et on va se retrouver pour la 4e partie sur l'Empire romain. Le 4e échelon du système monétaire est représenté par les jambes de métal de la statue de Daniel. Il s'agit de l'Empire romain. On a une jambe qui représente l'Empire romain d'Occident et l'autre jambe qui représente l'Empire romain d'Orient. Il est important de noter que l'Empire romain a existé sous des formes différentes pour bien comprendre ce que représente la statue. L'Empire romain a existé sur une très longue période, car sa chute ne peut pas être associée à la fin de l'Empire romain d'Occident en 476 ou à la chute de Constantinople en 1456. L'Empire romain a en effet continué à exister dans sa partie occidentale avec le Saint-Empire romain germanique, mais aussi avec l'Empire français et l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand jusqu'en 1918. Dans sa partie orientale, l'Empire a continué à exister après la chute de Constantinople via la Troisième Rome, c'est-à-dire l'Empire de toutes les Russies, jusqu'à la Révolution russe de 1917. On peut donc dire que de l'empereur Auguste jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, on a eu une suite ininterrompue d'empereurs. Sur cette très longue période, on peut dire que le commerce mondial a subi des transformations importantes puisqu'on est passé, pour faire vite, d'une économie citadine dans l'Antiquité à une économie féodale, puis finalement à une économie industrialisée. Toutefois, on peut noter une constante sur toute cette période, c'est que les pièces utiliseront de plus en plus des métaux de moins bonne qualité. On trouvera de moins en moins d'or, d'argent et de bronze dans les pièces, sous l'effet de l'inflation. On peut observer aussi, à la fin de cette période, l'usage de lettres de change, puis de billets. Et qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Eh bien simplement que plus le temps va passer, plus il y aura une décorrélation entre la valeur intrinsèque de la monnaie d'échange et la valeur d'échange réelle sur cette période. Puisque, par exemple, avec l'adoption des billets papier, eh bien, on a vraiment une totale décorrélation avec la valeur de l'argent. Pourtant, cela ne choque personne que l'on utilise des pièces avec peu de métaux précieux ou des billets de banque. Cela ne choque personne, tout le monde continue d'utiliser cette monnaie d'échange. Et comment peut-on expliquer cela? Eh bien tout simplement puisqu'on a confiance dans le fait que ces pièces métalliques ou ces billets de banque pourront être utilisés et seront acceptés par l'autre contrepartie de l'échange comme monnaie. On a confiance finalement dans le pouvoir de l'État à imposer une monnaie, un billet comme monnaie d'échange. Et je pense que le symbolisme du fer fait référence ici non pas aux pièces métalliques, mais plutôt au pouvoir militaire des empereurs sur lesquels repose la confiance dans la monnaie d'échange. Peu importe la valeur intrinsèque d'un billet ou d'une pièce, on a confiance dans cet objet puisqu'on a confiance dans la capacité du souverain, de l'empereur, d'imposer
l'utilisation de cette pièce. Et là, on peut y voir le parallèle avec le chapitre 7 du livre de Daniel, où l'Empire romain est comparé à une bête qui n'a jamais existé auparavant et qui foule le monde du pied et détruit tout sur son passage. On fait ici référence au pouvoir absolu d'un empereur qui peut se permettre d'imposer un petit peu toutes sortes de pratiques et de faire ce qu'il veut. L'utilisation des pièces de mauvaise qualité et des billets de banque par la suite permet de maintenir le système monétaire sur la durée malgré l'inflation inexorable des prix. Et cela permet aussi, quelque part, in fine, d'associer étroitement le pouvoir politique et militaire au pouvoir monétaire. L'utilisation des pièces et des billets est à la fois une source et une conséquence de la légitimité pour le pouvoir en place. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous nous retrouvons pour la 5e partie de cette vidéo. Les pieds de la statue représentent la mondialisation. Et le pouvoir sur la mondialisation est exercé par la Société des Nations dans un premier temps, puis par l'Organisation des Nations Unies. Un pouvoir qui s'est bâti à la chute des empires centraux à la fin de la Première Guerre mondiale. Il s'agit d'un mélange d'argile de potier et de fer, un alliage qui ne tient pas dans la vraie vie. Il s'agit de quelque chose à la fois de fort et de fragile. On y retrouve le fer de l'Empire romain, mais aussi des alliances humaines. Au niveau du système monétaire, la fin des empires centraux et de l'Empire russe correspond au moment où la monnaie scripturale explose. Avant 1918, l'émission monétaire, que l'on parle des pièces ou des billets, était étroitement liée à une notion de stock d'or. Il fallait pouvoir avoir un stock d'or qui soit proportionnel au nombre de devises créées, que l'on parle de billets de banque ou de pièces métalliques. Il y avait donc une équivalence nécessaire entre les billets et les pièces en circulation et la quantité d'or détenue par un pays. Après la Première Guerre mondiale, cette équivalence explose. Sous l'effet de l'effort de guerre, il a fallu créer énormément de monnaie pour pouvoir assurer la production de guerre, assurer toute la logistique pour pouvoir assurer donc pendant cette guerre de dimension qu'on n'avait encore jamais vue jusqu'à cette époque. Cela a donc nécessité de s'affranchir des règles en vigueur sur les équivalences avec l'or, puisqu'il a fallu produire beaucoup plus de monnaie que ce que les stocks d'or le permettaient. Et la monnaie est donc devenue progressivement une abstraction, et non plus quelque chose qui se base sur des éléments tangibles. C'est devenu une construction fragile par conséquent, une construction qu'il a fallu encadrer par des institutions internationales comme le FMI et la Banque mondiale. On peut dire que l'argile est un matériel idéal pour représenter cette nouvelle situation monétaire, puisque ce sont les banques à présent qui, en octroyant des crédits, sont les principaux créateurs de monnaie. Or, l'essentiel des crédits sont des crédits immobiliers. Les briques, à l'époque de Daniel, étaient en argile. Donc l'argile de potier, c'est un matériau idéal pour à la fois représenter la fragilité du système, mais aussi la monnaie crédit. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le système monétaire très fragile dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. Et voilà, prions pour que le Christ vienne vite détruire cet édifice horrible et soyez bénis. Amen.